Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette masterclass en coopération et en partenariat avec donc, les beurres AOP Charentes-Poitou. Pour découvrir donc, ces deux recettes que j'ai donc créées exprès justement en partenariat. Donc nous aurons donc dans un premier temps le verger nomade qui doit s'afficher juste là. Donc le verger nomade qui est composé donc, de pommes tatin avec une ganache sur le dessus. Ça reprend même les principes finalement donc, du pain suisse donc enfermé. À l'intérieur donc vous avez donc une crème d'amande au calvados. Crème d'amande au calvados avec donc des petites pommes tatin, ça va être très sympa, très gourmand. Et en sortie de cuisson, donc là il fait très très chaud ici, donc normalement on met plutôt un petit caramel sec. Là on va plutôt napper donc de sirop et recaraméliser au four pour avoir une croûte bien croustillante. Et après ça on viendra mettre une belle ganache là-dessus pour rendre la chose un peu plus gourmande. En second temps, vous aurez donc le feuilleté du terroir, snacking, nomade, feuilleté, avec donc une base de crème cheese camembert, donc détendu au camembert, du bacon, toujours des pommes tatin, car ce sera notre marqueur principal et main sur ces deux recettes, des petites noix, et donc, comme j'ai dit, enrouler tout ça, et à la fin, en sortie de four, une fois légèrement refroidi, on va mettre donc un petit peu de crème cheese au camembert et des petites pommes sympathiques et des petits cerneaux de noix. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir donc commencer. La première étape, naturellement, ça va être donc le tourrage, comme toute pâte à croissant qui se respecte. Pour ces recettes-là, en tout cas pour la première, on va prendre une pâte à croissant donc ordinaire, assez sucrée, avec 140 g de sucre. Pour la seconde, j'y reviendrai, on aura une pâte à croissant qui sera légèrement désucrée. Allez, on commence. Ok, donc notre pâte à croissant qui a donc été pétrie hier. Donc hier, on a fait donc un pointage donc qu'on appelle donc retardé, pétrissage hier, blocage en froid à 3 degrés pendant à minima 12 heures. Donc notre pâte a été mise en forme de manière rectangulaire. Donc ici, nous avons 500 g dans laquelle nous avons incorporé 125 g donc de beurre AOP Charentes-Poitou. Donc ce qu'il y a d'intéressant en travaillant avec les beurres AOP Charentes-Poitou, ce qu'il y a de bien, c'est sa plasticité. Donc en l'occurrence, là, on est vraiment dans des conditions un peu extrêmes, à savoir qu'il fait quand même assez chaud. On peut constater qu'il reste quand même très très malléable, d'accord. Et ça, c'est très très intéressant. Et malgré ça, il a quand même aussi une très très forte tolérance à la chaleur. Donc alors là, on va pouvoir commencer. Donc on va appliquer donc ce qu'on appelle donc le tourrage. Pour les deux recettes, vous aurez donc le même principe. On va faire donc 2 tours doubles. Alors, je mets naturellement mon pâton à la forme désirée, en fonction donc de mon beurre. Hop. Au niveau des températures, moi je fonctionne beaucoup à la texture. Voilà, je ressens un petit peu la pâte. Donc là, je vois bien que la pâte est quand même assez flexible, extensible. Donc très bien. On va pouvoir donc utiliser donc notre plastique de beurre qui a sensiblement la même texture. Je viens bien fixer le beurre et je viens l'enchasser comme on a tous bien appris à l'école. Hop, de façon à ce qu'il ne bouge plus, d'accord ? Ensuite, toujours un petit peu de fleurage, on est sur du marbre, ça peut coller un tout petit peu. Donc afin de fixer notre beurre, je vais venir légèrement écraser mes deux bordures, ainsi, et mettre des petits coups de rouleau, de cette manière. Très bien. Afin d'optimiser le feuilletage, je prends toujours soin de découper chacune des bordures. Voilà. Et ensuite, on va procéder au tourrage. Donc, dans ce laboratoire, nous n'avons pas donc de laminoir. Ainsi, j'ai préparé donc toutes les mises en place étape à étape pour que tout fit donc dans le timing d'1 heure. Donc, pour un tour double, je pense que je ne vais rien vous apprendre. Nous allons faire donc un tourrage en portefeuille. Pour les croissants et les pains au chocolat, il est vrai que je vais plutôt faire donc un tour double, à savoir 1/4, 3/4. Pour faire donc plutôt du strié, donc du feuilletage à champ, je vais plutôt faire une fermeture portefeuille finalement. Donc à savoir bien équilibré, avoir donc le défaut de tourrage qui soit bien centralisé, qui finalement une fois touré sera uniquement sur le côté ou l'autre. Mais en tout cas le centre, le feuilletage sera irréprochable. Donc là, pour le coup, hop là, je vais faire une pré-abaisse au rouleau, mais vous vous doutez bien que en 1 heure, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, c'est justement pour que vous compreniez un peu l'esprit. Donc là, dans l'idée, j'allongerai à peu près jusque là, d'accord. Et après, je viendrai faire une fermeture portefeuille classique. Et ça, 2 fois. Très bien. Donc dans cet intervalle-là, on va pouvoir donc directement
poursuivre avec donc le striage. Donc dans l'hypothèse où nous avons fait donc nos 2 tours doubles et qu'on a appliqué donc 1 heure de détente en froid, d'accord, froid plutôt négatif si possible, à savoir -5, c'est très très bien. On peut directement donc avoir notre pâton qui va avoir une dimension bien précise que je vais vous détailler et donc détailler nos bandes pour pouvoir après les apposer sur le restant du pâton. Alors quand il fait très chaud, comme aujourd'hui, par exemple, j'aime bien travailler sur du bois. Du bois, pourquoi? Parce que c'est vrai que ça conserve plutôt bien le froid et en plus de ça, ça va pomper un petit peu l'excédent d'humidité, ce qui peut être un peu désagréable quand on fait des viennoiseries un petit peu créatives ou un petit peu sensibles. Là, en l'occurrence, eh ben, ça va être parfait. Donc là, toujours dans l'hypothèse où nos tours doubles sont faits et que nous avons respecté notre temps de détente, nous avons abaissé donc notre pâton aux alentours de 9-10 mm, grand maximum, d'accord? Pour rappel, nous avons 2 tours doubles, donc pas mal de feuillets, d'accord? Donc si après on va trop fin, on va plutôt écraser en fin de compte le feuilletage, ce qui n'est pas vraiment terrible. Donc c'est pas du tout le but recherché. Allez. Maintenant, j'ai mon pâton, je me sers donc d'1 mètre. Ma logique de travail, quand je fais donc du feuilletage à champ, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que je vais détailler des bandes sur une longueur donnée. Okay, longueur donnée, pourquoi? Parce qu'en fait, là par exemple, pour mon feuilleté du terroir, j'ai besoin donc de largeur pour une pièce de 12, okay, 12 cm. Donc sur un pâton un peu plus grand, j'irai détailler jusqu'à 24, ou en tout cas un multiple de 12. Pour le verger nomade, en l'occurrence, là on est plutôt sur un pin suisse, donc avec des bandes assez fines, où on sera plutôt sur un détaillage de 3,5 cm donc de large. Il n'est pas vraiment nécessaire en fin de compte de prendre ce multiple-là, parce que nous avons en fin de compte des bandes très très fines. D'accord? Donc ça n'aurait pas réelle utilité. Donc dans l'idée, hop, je vais venir donc couper mes petites bandes assez fines, que je vais venir apposer, toujours avec mon mètre en face, ou ma règle bien sûr. Hop là. Donc en entreprise, très souvent, en tout cas moi le premier, en tout cas je faisais ça, c'est vrai que je disposais mes bandes et après je venais directement apposer mon pâton mis à dimension directement dessus pour un gain de temps. Là en l'occurrence, quand on est en démonstration ou quand on essaie de faire un petit peu les choses de manière pédagogique, j'aime bien voir un peu ce que je fais et prendre le temps de bien faire. Donc hop, on met bien le feuilletage bien propre ici. On est sur une mesure donc pour rappel de 12, un multiple de 12. Car de nouveau, le tourage et la baisse sont exactement les mêmes pour les 2 viennoiseries. D'accord? Je le précise. Toujours de double. Voilà, donc là nous sommes à peu près donc, un petit peu plus de 12, c'est très bien, ça ira. Je vois qu'on a à peu près la même dimension, donc c'est très très bien. Donc là, pour être sûr que tout fonctionne, on va mettre un petit coup, hop là, d'eau, tranquille. Et on va venir apposer donc nos bandes une à une. Bien nickel. Hop là. Donc petite précision, je vous ai parlé donc de 2 pâtes différentes pour les 2 viennoiseries, très important à prendre en compte. Là pour la démonstration, bien sûr, on va utiliser donc on va utiliser bien sûr la même pâte, excusez-moi, on va utiliser la même pâte, mais par contre, là, en l'occurrence, pour les viennoiseries salées, on va plutôt être sur une pâte qui sera donc désucrée, à savoir à peu près avec 100 g de sucre au lieu de 140 g. Voilà. Alors, si vous avez des questions pendant le chat, il ne faut surtout pas hésiter, on prend le temps, on peut faire un focus sur quelque chose, il n'y a absolument aucun problème. Je suis là pour ça, donc n'hésitez en aucun cas à poser votre question. Il n'y a pas de questions stupides, bien au contraire justement. Ça vous évitera de faire des erreurs que j'ai probablement fait moi-même en amont. Donc justement, il ne faut surtout pas hésiter. Donc avec mon rouleau, je vais venir fixer justement les feuillets, ni plus ni moins. Là-dessus, si on a une température qui est assez froide dans notre labo, on peut directement abaisser sans aucun problème, bien au contraire. D'accord? Mais là, en l'occurrence, il est quand même mieux de faire une petite détente au froid pour que ça soit un petit peu plus agréable à travailler. Donc là, je remets ça directement au froid. Hop, ma planche également.
Très bien. Hop là, on peut remballer ça pour le moment. Donc maintenant, nous allons commencer donc à faire notre façonnage, car bien entendu, nous allons pouvoir utiliser donc nos abesses qui ont déjà été faites, faire notre détaillage, d'accord, et le montage de nos viennoiseries. Ok. Donc nous allons commencer par la viennoiserie sucrée. Sucrée, donc le verger nomade, donc à base de crème d'amande et de pommes tatin. Allez, c'est parti. Alors, donc, vous voyez, c'est exactement la même pâte, d'accord. Là, on était sur un pâton d'1 kilo, donc c'est normal qu'on ait un petit peu plus de largeur, mais le principe est exactement le même. Alors, je vois que j'ai une question. Est-ce que le fait qu'il y ait moins de sucre change le travail de la pâte? Alors, il y a un petit peu moins, c'est une très bonne question, déjà dans un premier temps. Dans un second temps, il est vrai que la caramélisation sera un petit peu moins rapide, mais c'est pour ça que je veux quand même néanmoins garder du sucre dans la pâte pour le moelleux et pour la caramélisation, la belle coloration au four. Mais en soi, sur la texture, très franchement, vraiment pas grand-chose. C'est faiblement détectable. D'ailleurs, personnellement, la pâte que j'utilise donc pour les recettes en salé, en viennoiserie salée, ça va être exactement la même base que je vais utiliser. Donc c'est une pâte viennoise qui est quand même assez enrichie, que je vais utiliser donc pour des buns, pour des viennois, pour du pain de mie également, pour du burger, voilà, ce genre de choses. Et là, du coup, j'en fais donc une pâte à pain, donc à pâte à croissant, pardon. Donc du coup, c'est une recette qui est finalement très rationnelle. Alors là, si on regarde un petit peu notre dimension, je suis à 37, d'accord. 37, on peut aller jusqu'à 40, mais 37, ça fera très bien l'affaire. Pourquoi? Parce que là-dedans, nous allons devoir mettre, hop là, je sors mes petits inserts, nos bandes, ici donc, de crème d'amande, donc cuit, ok, cuit, on va dire pré-cuit plus, voilà plutôt, avec donc nos pommes tatin, d'accord, je les ai cuits dans un cadre aux alentours de 17-18 minutes à 170 degrés, précisément au four ventilé. Une fois cuit, naturellement, je les mets au congélateur, je les détaille à la dimension voulue. Et donc, dans l'idée, c'est très simple. Vous faites une bande de 20, et ben vous aurez donc à détailler une bande donc, de 40 pour pouvoir bien l'enfermer. Donc là, en l'occurrence, on est aux alentours de 16,5-17. Très bien, c'est pour ça que j'ai choisi donc, de me mettre à 37 pour le coup. Voilà. Donc là, hop, je vais prendre mon mètre pour pouvoir bien caler ma dimension. Donc, vous vous souvenez bien que j'ai dit à 3,5. Hop, je viens faire mes petites marques. Voilà, vu que c'est des bandes assez fines, je pourrais les détailler directement à la bicyclette. Mais bon, dans l'idée, on veut faire quelque chose de bien propre, bien net. Donc, je vais venir faire mon détaillage, hop, au couteau. Donc le choix aussi des 2 tours doubles n'est pas anodin. Ça, c'est important d'en parler également. Je vois beaucoup de professionnels qui optent plutôt pour 2 tours simples, par exemple, ou un double simple. C'est vrai que sur cette viennoiserie-là, j'avais la volonté de proposer quelque chose qui va s'apparenter un peu à un feuilletage pâtissier. Donc du coup, quelque chose d'assez fin finalement. Car le fait d'enfermer notre viennoiserie là-dedans avec un feuilletage dans ce sens-là, l'idée, c'était de ne pas avoir un développement sur l'extérieur, mais plutôt dans la longueur, d'accord? Faire une sorte de, finalement, un peu d'éclair boulanger, quoi. Voilà, donc là, on est prêt. On va venir donc prendre nos inserts. Donc c'est très rationnel, hein, là pour le coup. Hein. C'est très facile à faire. Et c'est surtout très très gourmand. On vient les apposer. On veut quand même beaucoup de hauteur, donc on essaie de mettre la partie la plus haute dans ce sens-là. Tac. Hop. Et voici. Très bien. Donc maintenant, une fois que nous sommes prêts, hop, on remet tout ça au frigo, bien entendu. Très bien. Donc là, on peut faire notre façonnage. Donc, très simplement,
je viens légèrement étirer si besoin. Et moi, je ne veux pas faire de superposition, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, justement, voilà. Là, on n'a vraiment absolument aucune superposition. L'idée, c'est que la pâte vienne vraiment apporter un croustillant, d'accord? Un croustillant, un bon goût de beurre. Donc, on a un rapport poids, pâte et garniture qui est vraiment bien équilibré, voilà, pour pas qu'il y ait de frustration. Donc, une fois qu'on a façonné, bien sûr, bon, on va d'abord tous les enchaîner, bien entendu. Hop, on va venir les loger dans nos moules gouttières. Toc, on s'applique bien. Toujours très important de bien s'appliquer. Voilà. Alors, je tire légèrement, hein, ça ne va pas trop heurter le feuilletage. Hein. De nouveau, hein, on est sur un beurre qui est quand même très tolérant, il ne va pas casser. Donc là, on peut y aller vraiment de manière très safe, quoi. Il n'y a pas de souci. Je vois que j'ai une question en entreprise. Qu'en es-tu de faire le pâton de PLF la veille avec la mise à 4 degrés? Alors, pendant 12 heures. Alors, je vais attendre la fin de la question. Longue question. Alors, attention. J'espère que je vais savoir répondre. Ça m'inquiète un peu tout ça. Alors, en entreprise, conseilles-tu de faire le pâton de la PLF la veille avec mise à 4 degrés pendant 12 heures, puis tourage le lendemain et enfin détaillage 1 heure après pesage à -5 pendant 1 heure? Alors, effectivement, dans un souci de, déjà, pour développer les arômes et en termes d'organisation de travail, moi, de manière générale, j'ai toujours fonctionné en faisant mes pâtons la veille. Moi, je trouve ça un peu plus pratique. Maintenant, ça peut être compliqué dans certaines entreprises que vous n'avez pas la place. Et après, tout dépend aussi à quelle heure votre entreprise démarre, le matin. Je prends exemple notre organisation dernièrement à l'école hôtelière, à l'époque où j'y travaillais encore. Nous faisions les pétrissages à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Donc du coup, nous avions un long pointage. Bon, long pointage, je m'entends bien sûr, on était plutôt à 45 minutes. 45 minutes. Et après, une fois qu'ils étaient donc mis en forme, nous les mettions au froid à -5 pour les tourer et détailler après détente pour après être bloqués jusqu'à -5 jusqu'au lendemain pour la cuisson. D'accord? Maintenant, cette solution fonctionne très bien. Maintenant, il y a toujours cette autre possibilité qui est d'ailleurs celle, je pense, la plus utilisée maintenant, à savoir donc de pétrir votre pâte la veille, lui mettre un tout petit coup de congèle, donc pas pour la congeler nécessairement, mais par contre pour lui bloquer la fermentation, l'idée c'est de partir de quelque chose de sûr. Si vous bloquez votre pâte en fermentation et qu'après vous la basculez à 0, 1, 2, 3 degrés, vous n'aurez pas une pâte qui sera surfermentée. C'est ça la sécurité en fin de compte. Donc oui, je le préconise, vraiment, si c'est ça la réponse. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est très sécurisant en entreprise. Et ça marche très bien, qui plus est. Alors, donc là maintenant, très bien, donc on a façonné, ça fait vraiment donc un stick finalement. Et on va venir donc le loger. Donc là, on voit bien que ça passe vraiment pile poil, quoi. Donc voilà, de nouveau, le feuilletage a été prévu pour pas qu'il prenne de l'expansion en largeur, qu'il prenne de l'expansion dans la longueur. Donc le détaillage est très important, il faut être assez précis là-dessus. Hop là. S'il fait très chaud aussi, rien ne vous empêche, bien entendu, de tout à fait pouvoir les bloquer un petit peu au froid pour après les transvaser dans votre moule sans aucun problème. Ça marche aussi très bien. Maintenant, ça, c'est à vous de voir comment vous vous sentez le plus confortable. Là, en l'occurrence, vous voyez, ça va vraiment tout seul. Donc du coup, on est très bien. Donc là, ça va partir en pousse. Dans la mesure où vous les mettez en pousse là maintenant, vous pouvez compter à peu près 1h30 à 2 heures de cuisson. Le feuilletage à champ pousse quand même très vite, d'accord? Et de nouveau, on a quand même très fine épaisseur de pâte. Pour rappel, on a 2,5 à peu près millimètres d'épaisseur, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc du coup, ça va pousser quand même très vite. Par contre, si vous êtes plutôt à -5, voilà, team -5, très bien. Après, vous enclenchez votre chambre. Là, comptez plutôt un process de pousse, disons, qui sera aux alentours de, 3 bonnes heures. 3 bonnes heures, pourquoi? Parce que le temps que la pâte revienne en température et qu'après, effectivement, la fermentation s'actionne, d'accord? Donc, naturellement, toujours prendre un peu ce différentiel en compte. Donc là, ça part en pouce.
Pas de questions pour le moment là-dessus. Je vois que tout est... C'est que je dois vraiment trop bien expliquer. C'est génial. Allez, on va poursuivre. Donc là, on va se faire un petit peu de salé. Un petit peu de salé. Donc du coup, le salé, le feuilleté du terroir. Nos pâtons sont prêts également dans cette même logique. Hop là. Toujours sur planche en bois. Et nous allons enchaîner. Alors, donc là, nous avons notre pâton. Vous m'excuserez, par habitude, je les ai prédécoupés. Voilà, donc là, la petite chose que vous n'aurez pas vue, effectivement, c'est que normalement, il faut donc détailler notre feuilletage sur 12, d'accord? Donc, j'ai allongé mon pâton, la hauteur de chaque bande fait 12 cm. Maintenant, nous allons détailler nos largeurs. Hop là, ça bouge. Nos largeurs. Alors, c'est pas compliqué. Pour tous mes feuilletés salés, je me suis calé sur une ligne directrice pour pas me perdre. Parce que c'est vrai que je fais quand même pas mal de viennoiseries différentes et ça peut très très vite être compliqué de tout retenir. Donc du coup, c'est tout le temps 12 par 12. Moi, comme ça, on ne peut pas se tromper. Et en plus de ça, c'est vraiment le ratio qui me convient très très bien pour mettre une masse en fin de compte suffisante de pâte, mais pas trop, d'accord, dans ce moule-là, avec une garniture quand même généreuse. Okay, donc là, dans l'idée, 12 par 12, comme je le disais, et on va venir donc détailler. Toc, toc et toc. Donc j'ai bien marqué mon milieu. J'ai essayé d'être adroit. Hop là. Donc, rappel, le feuilletage est dans ce sens-là. Je le retourne. Ok, donc là, on est plutôt bien. Je peux ranger mon matériel inutile. Et on va pouvoir procéder donc au montage. Donc pour le salé, je vais m'équiper de gants. Donc, quelque chose de très simple. L'idée, c'est de ne pas accabler l'artisan de mise en place. Donc là, on va prendre des tranches de bacon. Okay. Tranches de bacon, ça pourrait être aussi des tranches de jambon, hein, si vous en avez la préférence. Par contre, ça, c'est des choses où vraiment on peut se faire clairement, très facilement plaisir sur les garnitures. Et donc là, dans l'idée, rappel, le feuilletage est comme ceci. Donc le développement va se faire comme cela, d'accord, étant donné qu'on va le mettre dans ce sens-là, ok, dans le moule. Donc on va prendre nos tranches de bacon. L'idée, c'est d'en mettre suffisamment. Donc selon la taille, hein, bien entendu, hein, voilà. Là, on a des petites tranches de bacon, on veut quand même que ça soit généreux. Voilà, les premiers essais, par exemple, étaient avec des tranches de bacon un tout petit peu plus grandes. Mais là, vous voyez, je vais mettre mes tranches de bacon et les faire légèrement dépasser. Okay. Le but du jeu, c'est qu'on puisse deviner quand même la garniture. Très important. Donc je ne vais pas en mettre que 2. Hein. On aime bien la gourmandise, on va se faire plaisir. Hop, soyons fous, j'en mets 4. Voilà. J'ai décidé, on en met 4. Hop, 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très simple en termes de mise en place. Pour le façonnage, c'est pareil. On va faire quelque chose qui ressemble un peu à un façonnage de baguette, en fait, sans tendre le gluten, bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même sur un feuilletage. Par définition, ça reste quand même fragile, malgré tout. Donc, il faut être quand même très délicat. Donc là, on est sur un bacon fumé, hein, donc qui a déjà subi une procédure de cuisson, hein, naturellement. Hein. Pour accepter donc la pousse, il faut quand même avoir conscience qu'il faut utiliser quand même des aliments qui sont cuits et qui ne sont pas dangereux. Hein. Naturellement, on ne mettra pas donc, du poisson frais, ça va de soi, ou de la viande fraîche. Sinon, on risque d'avoir des soucis. Donc là, notre crème au camembert. Qu'on va venir donc apposer, donc un peu comme un pain au chocolat, en fin de compte. On va venir mettre un bandeau, hop, ici, et là. Très simple, d'accord ?
Alors moi je suis assez généreux. Personnellement j'aime bien quand ça coule un peu du moule. Voilà. Ça me fait un peu plus rêver, donne un peu de gourmandise. Donc voilà. Hein. Si vous mettez par exemple du fromage ou quoi, ou je sais pas moi de l'emmental, l'idée, pas forcément que ça reste dans le produit. Hein. Même au contraire, moi quand ça coule un petit peu et que ça fait un peu gratiner, en vrai j'ai plus envie de l'acheter. Mais après c'est très personnel. Mais franchement, si on peut rendre les choses un peu gourmandes, il ne faut surtout pas s'en gêner. Donc là, pomme tatin, une petite pomme tatin qu'on va venir disposer. Voilà. Pour le côté un peu sucré-salé, encore une fois, hein, c'est pour le rappel, on a un marqueur de pomme. Pomme camembert, ça marche très très bien. Donc les petites pommes tatin, je les ai un peu pas hachées. Parce que bon, même si c'est un petit peu plus casse-pied peut-être à façonner, en vrai, important les textures dans une viennoiserie, très important. Donc les textures dans la mâche, si on a quelque chose qui ressemble un peu plus à une compotée, bon, alors ça va pas être mauvais bien entendu, mais bon, sympa d'avoir différentes textures, comme un cuisinier pourrait apporter du croquant ou du coulant, ou voilà, même un pâtissier d'ailleurs, eh ben, joue beaucoup avec les textures. Ben voilà, je pense que de la même manière, il ne faut pas s'en priver non plus. Donc important, dans la recette, je mentionne donc, la crème cheese. Alors attention à la crème cheese que vous utilisez. Hein. D'accord, il y en a certaines, quand vous leur mettez un petit coup de fouet ou quoi que ce soit, bon ben voilà, le froid, elle ne le reprend pas. Et donc du coup, vous allez avoir une texture un peu liquide. Okay, donc pour ne pas citer de marque, faites juste attention à celle que vous prenez avec la quantité de matière grasse qu'il y a dedans. D'accord, pour être sûr d'avoir quelque chose qui tient en froid, qui soit pochable, qui ne soit pas totalement liquide. D'accord ? Petit détail important, parce que si je vous le mentionne, autant vous dire, c'est parce que je me suis fait avoir. Et du coup, bon, on en rigole après, mais sur le coup, c'est un peu casse-pied. Voilà. Ok. Donc, on a mis nos petites pommes. Ensuite, avec le camembert, pourquoi pas des noix? Ça peut très bien le faire. Donc là, des petits cerneaux. Toujours pareil, dans un souci d'apporter une texture supplémentaire. Un petit peu de croquant. On en mettra même peut-être un petit peu post-cuisson quand on aura fait le bandeau de crème camembert. Ce serait dommage de s'en priver aussi. Voilà, par exemple, de petites noisettes, ça pourrait aussi faire l'affaire d'ailleurs. Hein. Franchement, pas mal de petites choses comme ça qui fonctionnent avec les pommes et le fromage. Hop là. Et ben voilà, on a fait le tour en fait. Très bien. Donc maintenant, on va façonner. Donc comment on façonne ça? C'est vrai qu'on se dit, bah tiens, beaucoup de matière, ça va être un peu compliqué à fermer. Mais non, tout va bien, on va y arriver. Alors, on fait quoi? On fait un pli en haut, on fait un pli en bas. Hop, juste changer de gants par contre, parce qu'il commence à salir mes viennoiseries. On ne veut pas salir donc naturellement le dessus du feuilletage, ce qui serait dommage. On gâcherait un petit peu tout le travail entrepris. Toujours plus facile à enlever qu'à mettre. Hein. Ah, ici. Allez, hop. Et là, comme une baguette, je viens enfermer et rentrer légèrement mon pouce, d'accord, dans ma viennoiserie, ok, comme je ferais avec une baguette. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous avez généré donc une soudure ici qui va être imperméable pendant la pousse et du coup qui va éviter donc le coulement par le dessous de votre garniture. Et donc avec ça, gros avantage, on a donc un enroulement de bacon qui fait un U, donc du coup un peu moins de risque de cavité, ok, mais par contre, vous avez surtout de la garniture partout et ça dépasse, donc elle sera un peu visible post-cuisson, ce qui est super cool. Allez, on enchaîne. Vous avez bien compris. Symétrique. Hop, et je viens enfermer comme une baguette. Vraiment, c'est très, 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 très simple. Même pour transmettre à votre équipe, voilà, ou refaire, que ce soit si vous êtes encore en études, en BP, BM, ou peu importe, vraiment, ce geste-là, on l'apprend en CAP. En fin de compte. Donc du coup, c'est vraiment accessible vraiment pour tout le monde. Et là-dessus, il y a quoi? Le seul frein, c'est votre gourmandise. Hein. Donc si vous aimez, je sais pas moi, peu importe quoi, très facile, très facile.
Parce que parfois, c'est vrai que les façonnages compliqués, parfois, sont un peu des freins où on se dit oui, non, ça va être compliqué, ça va pas être parfait à chaque fois, ça va être compliqué à mettre en œuvre. Bon, alors oui, ça j'en ai totalement conscience, mais là, pour le coup, on reprend ni plus ni moins quelque chose qu'on a appris en CAP. Donc c'est très très fonctionnel. Le point technique, peut-être, voilà, où il faut vraiment quand même être en maîtrise, ça va être l'épaisseur. L'épaisseur, effectivement, de la pâte. Si vous en mettez trop bien naturellement quand vous êtes sur un moule qui va être un peu en étau, il ne faut pas que ça vienne sortir finalement du moule, déborder en tout cas. Où là, vraiment, on va perdre clairement vraiment l'esthétique. Et là, ça serait un petit peu dommage. Auquel cas, si vous n'avez pas ce genre de moule-là, rien de grave. Prenez des moules à viennoise, des plaques à viennoise finalement. Ce sera un tout petit peu plus plat, peut-être un petit peu plus évasé, ça tiendra peut-être moins droit. Mais par contre, vous aurez quelque chose qui sera tout à fait vendable et qui respectera tout à fait les standards usuels de la boulangerie. Hop. Alors, on va y arriver. Toc, 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 toc. Et pof. Alors, je vois qu'on a une nouvelle question qui est en train de se préparer. Encore une longue question, dis donc. Est-ce que le fait que la garniture soit riche et consistante, ça change la durée de l'après? Va-t-on pousser l'après ou enfourner plus jeune? C'est une bonne question. C'est même une plutôt très très bonne question. Alors, la richesse de la recette, si on parle de la garniture, franchement, ça ne va rien changer. Absolument rien changer au niveau de l'après. Par contre, ce que vous mettez dans votre feuilleté peut changer quelque chose. Mais c'est surtout au niveau du développement. Du développement en fait de votre feuilletage. Pour avoir fait l'expérience justement, quand vous mettez une garniture type, je sais pas, je prends un exemple très simple que j'utilise justement, de la mousseline de saumon, de la mousseline de thon, d'accord, cuit, je rappelle toujours. En effet, vous allez avoir un développement vraiment supérieur. Alors que par contre, quand vous mettez quelque chose donc de solide, de la viande par exemple, vous allez voir que votre développement va être beaucoup moindre. C'est assez rigolo, mais en fait c'est très simple finalement parce que ça ne retient pas tout simplement le développement du feuilletage. En tout cas, c'est la conclusion que moi j'en ai fait. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Alors, bien sûr, je peux. Bien sûr, je peux. Donc la question c'est quelle est la largeur et la dimension donc, des moules utilisés? Pas compliqué, 24 par 4,5. Voilà, précisément, 24 par 4,5. Donc c'est les moules Malard et Ferrière en l'occurrence. Ils sont disponibles dans le commerce et franchement ils sont très pratiques, ils sont téflonnés. Donc voilà, je vous invite à les prendre parce que c'est vraiment un... Honnêtement, ils sont très pratiques pour avoir un gain en régularité et ça donne une ligne directrice vraiment pour avoir toujours la même chose et tout en gamme. Et ça, c'est très pratique. Moi, personnellement, maintenant, je fais que mes pains suisses là-dedans. Et maintenant, je connais beaucoup d'artisans justement qui s'en servent également pour avoir une régularité et non pas avoir des pains suisses qui prennent beaucoup en largeur. D'autant plus que la mode, vraiment, maintenant, ça reste quand même la capacité à manger quelque chose en marchant sans s'en mettre partout. Et le côté finger plaît énormément. Donc je vous invite vraiment, alors ouais, c'est toujours facile de dire ça, mais si vous pouvez faire l'investissement, c'est pas mal. Vous ne le regretterez pas. Moi en tout cas, je ne le regrette pas. Ok. Allez. Donc pour la pousse, nous sommes du coup sur le même schéma. Ouais, donc alors effectivement, là on est toujours sur du 1h30. Si on partait donc directement, post-façonnage directement en chaud à 28, hygrométrie pardon, à 70-80 selon les chambres, bien sûr, parce qu'il faut toujours contrôler ça, on serait donc sur le même temps de pousse, exactement pareil. Et ça peut, j'ai pas répondu justement tout à l'heure sur la question précédente, ça peut se mettre quand même assez jeune, d'accord? Le problème, c'est si vous mettez un tout petit peu jeune ce genre de feuilletage, ça peut se décoller un petit peu, ça sera un peu moins nickel. Alors que si vous le mettez au bon moment, quand même, vous aurez quelque chose qui va vraiment s'apparenter à un feuilletage pâtissier, vraiment laser, tout tracé, tout propre. Voilà. Donc très bien, donc là du coup on va pouvoir procéder donc, à la phase de cuisson, entre guillemets. Donc phase de cuisson, et on va revenir après donc, pour découvrir les produits cuits, et après, bien sûr, faire les finitions et voir un peu si tout ça, ça vous donne envie. Eh bien, nous revoici, hein. Attention, cuisson hyper rapide, hein. Vous n'étiez pas prêts.
Non, bien entendu, la cuisson était faite donc en avance, hein, voilà, toujours le schéma d'une heure naturellement. Mais alors du coup, on peut découvrir donc nos produits donc post-cuisson. Donc cuisson aux alentours de 17 à 18 minutes à 170 degrés au four ventilé, d'accord. Tout à fait faisable également donc au four à sol, bien sûr. Pensez à augmenter naturellement la température. On dit souvent la moyenne, c'est à peu près 20 degrés. Donc voilà, c'est un petit peu plus touchy, mais voilà, quand on connaît bien son four à sol, ça marcherait très bien aussi. Donc là, on voit très bien qu'on a un feuilletage qui est vraiment très très droit. Sortie de four, je les ai donc sirotés, hein, de nouveau à cause de la chaleur, et on a une forte taux d'humidité, donc là du coup le caramel sec, c'est un petit peu plus compliqué, c'est faisable hein, naturellement, mais voilà, là pour le coup c'était un petit peu plus complexe, donc du coup j'ai préféré prendre un sirop épais et remettre directement au four pour caramélisation. Alors je vois qu'on a une question qui est en train de se préparer. Une fois le façonnage réalisé, peut-on mettre les produits au congèle et faire pousser le lendemain et cuire? Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors voilà, petit bémol, une journée, une nuit, pas de problème. Franchement, il n'y a absolument aucun souci. Maintenant, après, si on part sur des sessions de mise en place qui peuvent durer un petit peu plus longtemps, voilà, je pense à certains artisans, et j'en ai fait partie pendant des années, justement, où moi je faisais ma viennoiserie à peu près 3 fois la semaine, parce que voilà, le reste du temps, naturellement, on a des plannings de vie qui sont toujours très chargés quand on est installé. Donc du coup, anticiper ce genre de problème et peut-être légèrement augmenter la levure. Voilà, important, ou peut-être utiliser un levain qui va justement corriger un petit peu l'apport de force et en tout cas en conserver davantage grâce à cette congélation. Voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La ganache. Donc la ganache, elle est préparée et du coup, on va pouvoir la mettre en poche. Alors, pour cette ganache, du lait, la vanille, de la crème, que des bonnes choses. Et du coup, je la fais monter par contre tout à l'heure au batteur. Donc là, vu la chaleur, hein, alors je ne suis pas pâtissier, mais mettez bien votre cuve au froid, sinon c'est compliqué. Donc je la reprends légèrement, toujours un petit peu, voilà, pour lui donner la texture un peu qu'on veut. Voilà. Et là maintenant, on va pouvoir la mettre en poche à douille. Donc ça, c'est vrai que dans l'idée sur cette viennoiserie-là, moi je la proposerais vraiment en mode un petit time, quoi. Tea time, c'est-à-dire que vous présentez votre produit un petit peu brut en soi, votre produit un petit peu brut en l'état, et puis après sur le tea time, très bien, vous pouvez proposer très bien une petite ganache. Ça, une fois qu'elle est faite, en fin de compte, vous pouvez la garder entre 1 et 2 jours au frigo sans aucun problème. Vous remettez un petit coup de spatule comme je viens de faire, et bam, ça repart en poche. Et du coup, vous pouvez faire votre petit dressage minute qui, je pense, sera apprécié de votre clientèle. Voilà, puis ça apporte une petite gourmandise, franchement. Voilà. Personnellement, j'aime bien ne pas me fixer de limites. C'est vrai que c'est de la viennoiserie, ok, très bien, ça peut être très bien dans un sac à poche, dans une poche, voilà, à la disposition du client. Maintenant, le tea time, ça reste quand même une référence et on doit avoir des produits. En tout cas, beaucoup de boulangers et boulangeries le font, les palaces également. Donc, pourquoi se limiter si on peut proposer une offre supplémentaire? Et le client, par expérience, aime bien ce petit côté un peu chaud, minute, et après avec un petit, pas service à l'assiette bien entendu, mais avoir une petite attention et un petit dressage fait entre guillemets minute. Donc là, attention, on est sur un boulanger qui poche, donc vous n'êtes pas prêt. Donc je vais faire très simplement des petits zigzags bien généreux. Bom. Voilà, vraiment rien de bien compliqué. Hein. Si moi je peux le faire, je vous garantis que vous pouvez le faire aussi. Donc là, dans l'idée, vraiment, il faut que ça soit fait minute. Hein. Là, vous voyez, là, je vous parle, en ce moment, il fait pas loin de 30 degrés. Typiquement, c'est soit c'est mangé tout de suite, soit on le met au frigo. Donc c'est pour ça, c'est une mise en place qu'on doit avoir en amont. Et, hop là. Donc l'idée, c'est que vous vous appropriez la recette, hein, bien naturellement. Là, on fait ça de cette manière-là. Maintenant,
pouvez faire un pochage différent, vous pouvez vraiment vous amuser, tout est à faire hein, sur ce genre de choses. C'est ça qui est en fin de compte très très cool, quoi. Là-dessus, on peut très bien mettre un petit peu de citron, un petit peu de zeste. Bon, voilà, moi j'ai choisi de mettre des petits quartiers de pommes. Voilà. Voilà. L'idée, c'est de faire vivre un peu la recette, hein. On s'amuse. Il faut vous dire, est-ce que moi j'achète? Est-ce que moi je croque dedans? Perso, moi oui. Mais après, puis voilà, il y a de la fraîcheur. Ça donne envie, quoi. Hop là. Ne pas échapper la pomme. Ok, allez, ces deux-là. On va se les laisser de côté pour le moment. Donc là, ces quatre-là, c'est ceux qu'on retrouvera donc sur notre petit buffet final. Et en attendant, je vais donc les stocker au frigo. Donc ça, c'était donc les vergers nomades. Ok, donc maintenant, il nous reste à faire donc la finition du feuilleté du terroir. Le feuilleté du terroir qui est donc qui va partir en cuisson de la même manière, du coup. Hein. Donc on se retrouve dans même pas 30 secondes pour la finition du feuilleté du terroir. Ok, et voici. Donc là, on voit très bien le feuilletage, en fait, il est droit, il est net, il a été mis au bon moment. Et vous voyez, en fin de compte, les deux tours doubles, j'ai pareil, souvent ce feedback en masterclass. Tiens, deux tours doubles et tout, ça fait pas un peu fin, etc. etc. Ben justement, c'est ce qui apporte justement l'élégance du produit. Voilà, là, on veut pas quelque chose de très épais. Donc, je sais pas si on peut zoomer finalement sur les produits un peu, là. Tac, c'est vraiment très sympa. En fait, on a vraiment un feuilletage qui est hyper fin. Et du coup, c'est hyper gourmand. Là, on voit vraiment les liserés qui sont très, très propres, très, très clean. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Donc là, ces produits-là donc, sont prêts pour finition. Toc, toc, toc. Donc pour ça, on a besoin donc de notre crème au camembert, qui est juste ici. Et on va reprendre... Ah oui, non, noix, pardon. Décidément. Hop là. On va y arriver. Donc là, très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Des petits zigzags. Voilà. Là, alors, sur la viennoiserie, le côté sucré, moi j'aime bien quand même que le pochage soit quand même un petit peu plus léché. Voilà, parce que le côté dessert, etc. Là, pour moi, le snacking, le street food un petit peu, j'aime bien que ça soit un petit peu plus, pardonnez-moi l'expression, un petit peu plus cochon. Voilà. Donc à savoir, quelque chose d'un peu plus généreux qui donne un peu la sensation de gourmandise, etc. Donc là, je vais plutôt faire des traits, vraiment, pim, voilà, j'y vais quoi. Je me fais plaisir. Faut qu'il y ait de la sauce. Voilà. Donc, typiquement, sur ce genre de choses, si, de nouveau, ça peut être un frein face à ce genre de produit-là, de dire oui, mais il faut faire un pochage, ça peut être un peu compliqué, effectivement, en entreprise ou quoi. Très bien. Solution B, bac gastro, vous détendez votre crème et puis là, vous mettez ça dans des pipettes en mise en place. Et là, vous faites la réchauffe minute avec votre produit brut, vous avez vos pipettes. Donc pipettes comme les pipettes à ketchup, hein, dans un kebab ou dans ce que vous voulez, ou dans un fast-food. Et puis pareil, vous mettez ça, donc après la réchauffe, minute, mettez ça dans un beau packaging propre, nickel, pour pouvoir manger en marchant. Et c'est très bien, ça fait très très bien le boulot aussi. Je prends toujours cet exemple. Je me souviens que ce soit à New York ou à Londres, les professionnels du street food qui font du hot dog, voilà, typiquement dans leur petite, je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, leur petit chariot, tout simplement. Et ben, c'est vrai qu'à chaque fois, ils nous proposaient en fait le hot dog, plat tac avec la sauce, et j'ai toujours trouvé ça absolument fascinant parce qu'en fin de compte, c'est fait très vite, mais par contre, c'est toujours super gourmand. Et moi, c'est totalement ce qui me parle dans cette notion de street food. Voilà. Donc là, on peut disposer des petites noix. Voilà, aujourd'hui, je choisis des noix, donc mettons des noix.
Mais de nouveau, ça peut être autre chose. On peut de nouveau mettre des pommes, des petites brisures de noisettes, pourquoi pas. Franchement, ça c'est... vous avez tous les outils en compte pour décliner une gamme presque. Hein. Donc, il faut juste mettre des choses qu'on aime bien manger, que vos vendeurs et vendeuses auront plaisir à vendre. Et le boulot ira tout seul. Ça ira très très bien. Pof, pof. Et voilà. Donc ici, nous avons donc notre feuilleté du terroir donc, qui est finalisé. On a envie de le manger rapidement si possible, j'adorerais. Oula, la ventilation. Ok. On va essayer de ne pas casser l'équipement. Avons-nous des questions? Non, bah c'est incroyable. Très bien. Faites pas les timides, hein. Faut surtout pas. Bien au contraire. Ok. Donc alors nos produits sont terminés. On peut procéder donc peut-être au dressage du buffet final, si c'est ok pour vous. Et puis peut-être faire une petite découpe. Alors, si jamais les recettes sont disponibles sur le site du beurre Charent-Poitou AOP, d'accord. Vous pouvez aussi découvrir donc tout l'ensemble des marques de beurre que nous utilisons donc au quotidien. C'est vrai qu'il tout à l'heure j'ai mentionné donc le beurre Montaigu, mais il y en a plein d'autres, tout aussi quali les uns que les autres. Donc, retrouvez-nous effectivement sur ce site pour découvrir tout cela. Hop là. Et voici, presque. Et voici, tout est là, il n'y a plus qu'à se régaler et surtout pratiquer. Ah, témoignage d'un certain Aurélien Lemouillour, recette au top. Merci Aurèle, ça fait plaisir d'avoir ton retour, très très sympa. Je te fais un gros bisou. On peut peut-être se faire une petite découpe, pourquoi on ne le ferait pas? Ah oui, on a le temps, faisons-le. Alors, donc là on voit vraiment qu'il y a très très peu de cavités. Voilà, c'est vraiment très très généreux, hein. Ça bouge vraiment pas et c'est super bon. Enfin, des pommes, tatin, comment ça peut être bon? C'est vrai, non? Comment c'est possible? Donc voilà, vraiment quelque chose de très onctueux. On voit vraiment toute la masse amande qui est ici avec les tatins. Il n'y a pas de frustration parce que là, vous voyez, il y a vraiment de la pomme en quantité suffisante. On a vraiment les chocs de texture. M'excusez, hein. Pas de raison. Voilà. Parce qu'en vrai, si je le mange pas, c'est-à-dire que c'est pas bon. Non, je le mange. Et là, notre feuilleté du terroir. Voilà. Donc là, une petite cavité. Après, moi, personnellement, je me suis affranchi de ce petit complexe de cavité, pour être tout à fait honnête. Forcément, on met quelque chose avec, donc notamment du bacon, soit du jambon, ou même du poulet en tranche, peu importe, qui va rendre un petit peu de gras. Donc, il est naturel qu'on ait finalement une petite cavité. Maintenant, si on sous-pèse le produit, vous verrez que ça reste un produit qui est très généreux. Et quand vous allez croquer dedans, finalement, vous aurez toute la texture qui viendra s'écraser pendant l'amorce. Donc, en soi, vous ne le sentirez même pas. Par contre, là-dedans, on voit bien donc qui a la sauce, on voit bien donc les morceaux de pommes. En fait, on voit tout. Et
là-dessus, si on sous-pèse, on est quand même sur un produit qui pèse presque 200 grammes en soi. Donc 200 grammes, ce genre de choses peut très bien se mettre dans une offre comme tous les artisans le font, avec une petite salade, une boisson. Et là-dessus, vous pouvez quand même proposer des prix qui peuvent être très intéressants. Parce que de nouveau, il y a un travail de pochage, il y a un travail de tourage, et voilà, il n'y a plus qu'à faire en fin de compte. Donc tous ces produits-là, je les propose également donc en masterclass. Donc en masterclass avec une gamme large et riche de plein de variétés différentes, avec des visuels et des détournements de pâtes justement qui permettent de mettre en avant ce genre de produits faciles à manger et qui sont clairement hyper tendance actuellement. Donc voilà, j'espère que cette masterclass vraiment vous a plu, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à l'animer. J'ai passé vraiment un super moment avec les beurres AOP Charentes-Poitou. C'est toujours un grand plaisir de travailler ensemble. Donc voilà, j'ai hâte de voir vos stories, vos publications ou même dans vos boutiques, le rendu de ces recettes-là que j'espère vous reproduirez ou même encore mieux vous approprier. Et là, ça sera un grand honneur pour moi en tout cas de pouvoir découvrir ça dans vos maisons. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, bientôt un très bon week-end. Bon, il reste encore quelques jours quand même, un peu de boulot. Mais bon, en tout cas, au plaisir et à très bientôt, que ce soit en masterclass, sur salon ou peu importe où. Voilà, à très bientôt, au revoir.